Biblionote. Bienvenue chez Biblionote. Bonjour et bienvenue chez les Biblionautes. Aujourd'hui, chers amis connectés et déconnectés, et ceux qui ne savent pas très bien dans quel état ils sont, on s'attaque à un sujet lumineux, les écrans. Smartphones, tablettes, télé, ordinateurs, ils sont partout, même dans le frigo. Pour ceux qui ont bien sûr un modèle connecté. Mais que font-ils vraiment à notre cerveau, à nos enfants, à notre sommeil ? Ce podcast contient plus de pixels que d'habitude, mais aussi plus de recul. Alors installez-vous confortablement. C'est parti pour un petit voyage entre pixels et papier en compagnie de Laurence, Cindy, Lina et Delphine à la technique. Mais d'abord, tradition oblige, vous devez vous présenter avec un mot qui rime avec biblionote. Alors faites-nous rêver. Lina ? Alors bonjour, moi c'est Lina et j'ai choisi de me définir dans la grande famille des biblionautes comme une onironaute. Ça vient du terme grec oneroi qui signifie rêve et ça a donné onirique par exemple. Et je l'ai choisi parce que je trouve cette idée de voyager à travers les rêves assez poétique, et puis parce qu'on m'a souvent dit que j'étais souvent dans la lune, enfin la tête dans la lune, et puis aussi avouons-le, parce que je nourris une certaine passion pour le sommeil. Voilà. Je travaille à la bibliothèque Stanislas de Nancy en tant que technicienne de conservation du patrimoine, donc je m'occupe de chouchouter les livres en gros. Et à côté de ces tâches, je suis également de plus en plus sur des missions de médiation et notamment, je fais notamment des accueils scolaires. Laurence ? Eh bien, bonjour, je suis Laurence et je vous salue avec le mot chrononaute. J'aime beaucoup voyager dans le temps, surtout le passé. D'ailleurs, j'ai souvent du mal à en revenir pour être à l'heure dans le présent. Mes collègues en savent quelque chose. Mes missions principales, je les mène aussi, comme Lina, à la bibliothèque Stanislas où je travaille sur la gestion des périodiques, donc la presse, les revues, les journaux du XVIIIe siècle à nos jours. Et au-delà des missions menées auprès du public, je participe également aux actions de médiation auprès des scolaires, primaires aux lycéens. Et j'accompagne Fatima sur les interventions d'éducation aux médias, plus communément l'EMI. Merci Laurence, on va passer à Cindy. Bonjour à tous, moi c'est Cindy, je suis chargée de médiation à la bibliothèque Stanislas et je m'occupe notamment du jeune public. Le mot que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le mot thanatonaute, en référence à un roman de Werber qui parle de gens qui font des voyages entre la vie et la mort et qui font tous des expériences d'EMI, des expériences de mort imminente. Mais aujourd'hui, on va plutôt effectivement parler d'éducation aux médias et à l'information. La bibliothèque Stanislas est une des bibliothèques de Nancy qui a une vocation patrimoniale. C'est une bibliothèque de conservation dans laquelle on propose notamment un fonds local, un fonds régional très important et très riche. Et donc, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je suis Fatima et je travaille à la médiathèque Manufacture à Nancy. Donc, je suis médiatrice numérique, responsable du prêt jeux vidéo. Et comme disait Laurence, dont je travaille en partenariat avec Laurence sur l'EMI. Pour mon mot qui rime avec biblionote, j'ai choisi télénote parce qu'en fait, moi, la télé, c'est à travers Internet, donc en replay, sur le streaming, voilà, quand j'ai le temps, au moment où j'ai envie, et pas forcément directement à la télé. Alors, en moyenne, on passe presque 5 heures par jour devant nos écrans. Et je ne parle même pas de ceux qui regardent Netflix tout en scrollant TikTok et en répondant à un mail de boulot. Et pourtant, on continue. Parce que les écrans, c'est un peu comme les chips. On sait que c'est pas top, mais on finit quand même le paquet. Une idée qui fait déjà beaucoup parler en ce moment, car dans un entretien accordé au JDD, Catherine Vautrin a annoncé vouloir interdire l'exposition aux écrans pour les plus petits de la naissance à 3 ans. Alors cette restriction va s'appliquer partout, mais y compris à la maison. Ça va être plus compliqué, je pense. Mais on ne peut pas parler des écrans sans évoquer, bien sûr, Serge Tisseron.
Alors Serge Tisseron, c'est un psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie, reconnu pour ses travaux sur l'image, la bande dessinée et le secret de famille, mais surtout sur l'impact des écrans sur les enfants et les adolescents. Et il est notamment connu pour sa règle des 3, 6, 9, 12, qui est une grille indicative de l'usage des écrans selon l'âge. Il défend une approche nuancée, fondée sur une médiation adulte et une éducation à l'image. Alors, je vous rappelle un peu quand même ce qu'est la règle des 3, 6, 9, 12. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans, Internet accompagné dès 9 ans et une autonomie à partir de 12 ans. Et elle est largement relayée en fait dans le milieu éducatif et médical. Il insiste sur l'importance d'apprendre à manipuler les outils numériques et à décoder les images pour ne pas les subir. Donc en fait, il a une certaine popularité, il est très suivi par les enseignants, les parents, les psychologues. Mais attention, il n'est pas anti-écran. Il défend une approche éducative où le rôle de l'adulte est important pour guider les enfants. Et la règle des 3, 6, 9, 12 est devenue une référence en fait dans le débat public et éducatif en France. Cependant, il y a certaines voix qui s'élèvent contre ces positions. Certains professionnels pensent que la règle des 3, 6, 9 est trop simpliste, voire rigide, ne tenant pas compte des contextes familiaux, sociaux ou éducatifs. Par exemple, un enfant de 5 ans peut avoir un usage créatif et enrichissant de la tablette, alors qu'un enfant de 13 ans ou un ado de 13 ans peut en avoir un usage problématique. Donc, bien que Tisseron se veuille modéré, certains l'accusent de véhiculer une peur excessive de l'écran. Alors, certains chercheurs en sciences sociales lui reprochent de psychologiser des comportements qui relèvent davantage du phénomène culturel, économique ou éducatif. Mais c'est quand même un auteur influent parce qu'il joue un rôle important dans la pédagogie autour du numérique. Sa règle des 3, 6, 9, 12 a l'avantage d'être claire, accessible et mobilisable facilement dans les contextes éducatifs. Mais ces positions ne font pas forcément consensus, elles peuvent apparaître trop normatives, voire anxiogènes, dans le monde où le numérique est omniprésent. Alors en somme, il ne s'agit pas d'interdire les écrans, mais d'apprendre à vivre avec eux, intelligemment. Pour continuer cette réflexion, nous vous proposons maintenant une sélection d'ouvrages, de guides, d'albums, qui aborde avec intelligence et créativité notre rapport aux écrans. On va commencer par Cindy. Alors oui, effectivement, moi, le livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est donc un livre de Serge Tisseron qui s'appelle « Guide de survie pour accros aux écrans » ou « Comment garder ton ordi et tes parents ». Donc un titre un peu long, mais qui annonce bien dès le début que on va vraiment avancer sur le compromis. Il n'est pas question ni de se débarrasser de son ordi, ni de se débarrasser de ses parents. Je trouve que ce petit guide propose une approche constructive, comme tu disais, Fatima, sur justement la gestion des écrans. Et d'ailleurs, la couverture nous propose un bonhomme entouré d'écrans sur lequel on peut lire la tablette, c'est vital, le casque indispensable et l'ordi, tu peux pas vivre sans. Donc, on est bien là sur une proposition de faire cohabiter tous ces usages. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que je pense que l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de comprendre en fait que c'est lui qui a les clés de sa gestion des écrans. Donc, c'est un format assez court, c'est un bouquin d'une 100aine de pages à peu près, qui est très illustré. Il est illustré par Jacques Azam, qui est auteur de BD. Donc, il y a des illustrations assez rigolotes qui viennent un peu contrebalancer avec la gravité du propos. Ce livre est composé de plusieurs chapitres qui vont chacun aborder des thématiques différentes, comme la déconnexion, l'impact des écrans sur le sommeil, etc. Et chaque thématique est déclinée en 3 parties. Systématiquement, on a un quiz, une explication et un plan d'action. Donc le quiz est plutôt ludique, ça fait un peu penser aux revues d'été pour tester sa personnalité. C'est pas tellement le bilan du quiz qui compte, mais plutôt le fait d'aborder le sujet par un questionnement sur ses propres pratiques. Par exemple, est-ce que la nuit tu rêves de ton high score, de ton jeu vidéo préféré, ou est-ce que tu penses plutôt à tes devoirs ?
Ça permet aux jeunes d'interroger ces pratiques, mais aussi à l'adulte. Ensuite, on a une double page d'explication, toujours très illustrée et très ludique, qui propose aussi un petit encadré d'ICO de survie qui va donner vraiment les éléments de définition et de vocabulaire, comme par exemple la définition vraiment de la déconnexion. Et chaque thématique se termine ensuite par une double page qui s'appelle plan d'action. Et là, on rentre vraiment dans les conseils des choses qu'on peut mettre en place. Je trouve qu'il y a certains contenus qui sont peut-être un peu datés, et notamment tous les conseils autour de l'utilisation des réseaux sociaux. On sait que ça, c'est quelque chose qui se périme très vite, ça va très très vite, mais le principe reste toujours le même, donc il suffit de l'adapter aux réseaux d'aujourd'hui, de remplacer Facebook par TikTok. Il date de quand, ce livre, Cindy ? Il date de 2016, ce qui est déjà extrêmement vieux sur la vie des réseaux sociaux. Le ton qu'il utilise n'est pas culpabilisant non plus. On sent bien que les écrans font partie de notre vie et il n'est pas question de dire on enlève les écrans parce qu'en fait ils sont là. Donc la question c'est vraiment de dire comment on les utilise et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les utiliser, comme tu disais Fatima, de façon raisonnée. Et puis il aborde aussi des sujets qui sont un petit peu moins souvent abordés et très pertinents, comme par exemple le droit à l'image et particulièrement son utilisation sur les réseaux sociaux. Là par exemple sur le droit à l'image, on évoque le harcèlement en disant publier une photographie de quelqu'un qu'on juge drôle peut faire beaucoup de mal à cette personne. Si cela se répète et s'accompagne de commentaires humiliants, c'est une forme de harcèlement. Les conseils que Serge Tisseron nous donne, c'est par exemple, demande à ceux qui te photographient ce qu'ils comptent faire de cette photo. Et une autre façon aussi d'aborder ce sujet, dans le plan d'action, l'auteur nous dit « Protège les membres de ta famille et tes amis. Ne publie pas de photos gênantes d'eux ou de toi-même, car leur diffusion est incontrôlable. » Je trouve que c'est une façon assez habile de responsabiliser le jeune en lui disant « En fait, si on faisait ça à tes amis, qu'est-ce que t'en penserais ?» Et là, on fait quand même appel à un sentiment proche de l'empathie pour essayer de lui faire comprendre ce qu'on vit quand on est victime de harcèlement sur les réseaux. Mais c'est aussi, en fait, quelque chose qu'on peut retourner aux parents. Au niveau de la diffusion, justement, d'images familiales. Oui, il y a beaucoup de comptes comme ça, comptes Instagram, par exemple, où les parents mettent vraiment en vedette leurs enfants sans vraiment penser finalement à leur vie privée, en fait. J'entends souvent des enfants qui disent à leurs parents « Mais arrête de me prendre en photo !» Oui, c'est vrai. Et justement, dans les autres sujets qu'il aborde, il y a cet aspect sur l'usage excessif du téléphone par les parents. Et je trouve que ça, c'est un vrai sujet. Donc la thématique s'appelle « Mes parents passent leur vie sur leur smartphone, alors pourquoi pas moi ?» Alors il explique, tes parents et toi n'avaient pas le même usage d'Internet. Penses-tu que tu serais plus heureux si tu pouvais faire comme eux ? Et dans le plan d'action, Serge Tisseron va nous proposer un petit encart à ne pas louper sur la déconnexion. Et il nous propose de déconnecter en famille. La déconnexion, c'est plus facile en famille. Tous ensemble, on décide de prendre le repas du soir sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette. Au moment de se coucher, chacun pose son smartphone sur la table du petit déjeuner pour le retrouver le lendemain matin. Alors, vous y arriveriez, vous, à poser votre téléphone sur la table du petit déjeuner pour le lendemain ? Après un temps de désintoxication. Parce que là, c'est pas gagné. En tout cas, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de se dire qu'on va définir des règles familiales. Ouais. Parce que comment on va demander à nos enfants de poser leur téléphone alors que nous-mêmes, on l'a en permanence dans nos mains. Et je pense que c'est toute une organisation familiale à revoir ensemble. Et ce guide, je pense qu'on doit vraiment l'utiliser comme un outil pour donner aux enfants les clés pour qu'ils se gèrent eux-mêmes dans leur vie future, qu'ils prennent conscience des dangers et qui proposent des solutions pour eux-mêmes. Je pense pas que ce genre de livre soit spontanément emprunté par un ado. Par contre, je pense que c'est un support de discussion, c'est un livre qu'on ramène à la maison et qu'on lit avec ses enfants et on s'interroge ensemble sur nos pratiques. Je vais vous lire un petit extrait pour terminer. C'est un petit extrait sur les jeux vidéo. Et la thématique s'appelle « Quand je commence, je ne peux plus m'arrêter ».
On ne voit pas le temps passer devant les écrans, c'est vrai pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que ceux qui conçoivent leur contenu font tout pour cela. C'est un peu pareil avec les jeux vidéo. Pour que tu restes le plus longtemps possible devant ton jeu, les concepteurs imaginent ce qu'on appelle un gameplay. Leur but, c'est que tu n'aies jamais envie d'arrêter de jouer. Parfois, tu peux même oublier que tu as faim et rater l'heure de ton goûter. Tu vois, ton temps est précieux, car il représente de l'argent pour ceux qui exploitent les écrans. Mais n'oublie pas qu'il est surtout très important pour toi et qu'il t'appartient. Plus tu voudras faire de choses, plus tu auras besoin de temps. Avec ton jeu, tu as l'impression d'être toujours occupé, alors qu'en réalité, tu refais toujours la même chose. Apprends à limiter ton temps d'écran, cela te sera utile toute ta vie. Et n'oublie pas que si tu veux un jour devenir concepteur de jeux vidéo, il te sera plus utile de connaître les maths que de savoir manier un joystick. Le petit dico de survie nous définit ce que c'est que le gameplay. Mot fabriqué à partir de 2 mots anglais, game et play. Le game, ce sont les règles fixées par le concepteur du jeu. Par exemple, quand tu affrontes un ennemi, les conséquences de chaque coup que tu donnes et que tu reçois ont été définies par avance par le concepteur. En revanche, le play désigne ce que tu décides toi-même dans le jeu. Comme par exemple choisir un chemin plutôt qu'un autre. Entraîne-toi à repérer l'alternance du game et du play dans tes jeux préférés. Dans le plan d'action et les petits conseils pour aller plus loin, fais tout ce que tu dois faire avant de te mettre devant ta console. Ou encore, fixe-toi une certaine durée de jeu avant de te mettre devant un écran. Place un réveil devant toi pour te rappeler l'heure. Ou encore, donne-toi un but précis avant de commencer. Par exemple, terminer le niveau du jeu auquel tu t'es attaqué et ne pas commencer le suivant. Donc voilà, je trouve que c'est des petites techniques qui peuvent être utiles. Et je me dis aussi que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire ensemble. Par exemple, on sait qu'on a 3 heures de libre le vendredi soir. Pourquoi pas demander à l'enfant comment il a envie de passer ces 3 heures de loisirs. 1 heure de jeux vidéo, 1 heure avec les copains, 1 heure à lire des BD. Quelle est selon toi la quantité de ton temps libre que tu as envie de dédier aux jeux vidéo? Et ensemble, on met un réveil et on essaye de s'y tenir. Et nous, les adultes, peut-être qu'on peut se dire avant combien de temps on a envie de passer sur notre téléphone, mettre un réveil et essayer de s'y tenir. Et d'ailleurs, à la médiathèque Manufacture, on a mis en pratique avec nos ateliers Jouons le jeu en famille, qui sont des ateliers parents-enfants. On découvre comment mieux utiliser les écrans tout en jouant et en échangeant. Merci Cindy pour ce guide très utile. À présent, c'est à Laurence qui nous propose une autre clé pour mieux vivre avec les écrans en famille. Oui, et c'est même plusieurs clés, puisque l'ouvrage que j'évoque s'intitule « Les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée » par le docteur Sylvie Dieu-Osica, qui est pédiatre experte des écrans. C'est un ouvrage qui s'adresse aux parents, comme l'indique le nom de la collection Hatier Parents. Il est paru en 2022. Il est petit, se loge dans la poche, 125 pages. L'autrice pose dans l'introduction le constat actuel de l'hyperconnexion vertigineuse de la population au travers des multi-écrans. Et donc, ça perturbe les interactions indispensables aux enfants pour le développement du langage et à la vie sociale. Elle évoque le constat d'un manque de messages de prévention et recommandations claires dans notre pays et a divisé son livre en 2 parties. La première partie présente les enjeux d'un usage raisonné d'après le nombre d'heures que passent les enfants devant tout type d'écran suivant leur âge et ce qu'ils y font devant ces écrans. Elle évoque aussi les répercussions de ce temps de consultation augmenté des écrans sur les jeunes, dont les âges vont de quelques mois à 15-18 ans. Et donc, ça touche au développement du langage, à l'apprentissage, à la vie quotidienne, à la notion d'addiction. L'autrice cite quelques sources en lien avec les chiffres qu'elle donne. On pourrait peut-être en attendre plus de sources, j'entends, mais je vais dire que personnellement, je lui fais assez confiance parce que en cherchant un petit peu, on voit qu'elle est directement en lien avec des enfants concernés par ces problématiques liées aux écrans. Elle est spécialiste du sujet. Elle a créé à l'Assistance Hôpitaux Publics de Paris la première consultation pour troubles liés à la surexposition aux écrans. Et dans d'autres documents que j'ai consultés, notamment des films documentaires, on l'entend constater la forte augmentation d'enfants surexposés aux écrans suivis dans son service hospitalier. Ces enfants subissent de très importantes répercussions sur leur développement.
Mais il y a un petit côté positif, il y a un côté, non, pas forcément petit, mais les résultats qu'elles découvrent après leur suivi sont très encourageants dès lors que les parents s'impliquent avec elles dans le suivi des petits jusqu'à l'adolescence. Le second chapitre correspond aux 10 clés qui sont évoquées dans le titre du livre. Ce sont 10 courts chapitres, justement, donc de conseils aux parents pour les différentes tranches d'âge de 0, alors je dis 0, mais quelques mois à 18 ans. Alors les parents vont eux-mêmes trouver des questionnements sur leur pratique des écrans. Cindy a déjà évoqué pas mal de notions qu'on voit dans ce livre que je présente, afin de pouvoir se positionner par rapport à leur progéniture. Les chapitres et les sous-parties se veulent concises, elles sont simples, pratiques, mais directives, elles restent directives. Et c'est ce que des gens pourront reprocher, par exemple, justement, à ces directives que font Serge Tisseron et d'autres spécialistes. Mais voilà, il faut des bases, comme tu disais tout à l'heure, Cindy, et on en fait ce qu'on en veut, mais voilà, c'est posé, et puis on va pouvoir se positionner par rapport à ces règles qui sont proposées. Le guide pratique peut aider tout adulte démuni face à l'utilisation d'écran. Il permet de prendre conscience de ses propres pratiques, de nos propres pratiques, et également de se positionner en tant qu'accompagnant auprès des jeunes suivant leur âge. Cette notion d'accompagnement, elle est très importante dans notre thématique des écrans. En fin d'ouvrage, après une courte conclusion, on trouve une petite liste, alors vraiment très courte liste de sites d'information sur les écrans, les sites d'éducation et de santé, sites d'accompagnement selon l'âge des enfants, et enfin une proposition d'une charte familiale. Donc on retombe sur ce que tu as déjà évoqué, Cindy. Alors en conclusion, je trouve que c'est un guide d'accès assez facile, qui peut sembler, je le répète, trop directif, un peu rigide, mais il apporte des informations non négligeables sur un sujet dont on ne peut nier la gravité. Merci Laurence. Alors maintenant, un autre regard avec Lina, qui nous emmène dans un univers un peu plus poétique et peut-être plus brumeux. Alors oui, moi j'ai choisi de vous présenter un ouvrage qui s'appelle « Dans un brouillard de poche, portrait au filtre des écrans ». C'est un livre de Thomas Scotto au texte et avec des illustrations de Madeleine Pereira. Donc c'est un recueil de textes très courts en fait qui évoque les écrans de manière plus ou moins directe. Certains de ces textes sont très poétiques et en fait j'ai choisi de présenter cet ouvrage-là parce que pour moi il sort un peu du lot des autres livres qui sont proposés sur le sujet. Là on a eu 2 guides pour l'utilisation des écrans. Pour le coup c'est plutôt un livre littéraire en fait, qu'on lit plutôt comme un recueil de poésie plutôt que comme un essai ou un documentaire. Chaque texte est raconté à la première personne et donne à voir un lien différent aux écrans. Tout type d'écran est concerné ici d'ailleurs. Les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo. Avec chacun de ces textes, différents points de vue se croisent et c'est ce qui constitue une des forces de ce recueil. Au fil des textes, les écrans peuvent être décrits comme des aides quotidiennes, un moyen de s'évader du quotidien justement, une fenêtre sur le monde, un outil qui permet de rester en contact avec les autres, donc une vision très positive en fait, mais aussi au contraire, ils peuvent être décrits comme une coupure avec la réalité ou les symboles d'un monde moderne de plus en plus individualiste. Le ton n'est pas moralisateur pour autant, et bien qu'on sente dans certains textes un certain regret du temps avant les écrans, voire une certaine réticence quant à leur utilisation quotidienne telle qu'elle l'est aujourd'hui. En fait, la navigation entre les différents points de vue qui donne toute sa nuance au recueil. Vu que c'est des textes assez courts, je voudrais juste faire un petit focus sur l'un d'entre eux qui m'a touchée. Je le trouve assez beau. Et pour le coup, il montre une vision plus positive, on pourrait dire, des écrans. Le texte s'intitule « Une fenêtre sur mon ciel ». Et soudain, je te vois. 20 cm d'écart entre ton nez et le mien. Tu te rapproches jusqu'à vouloir me toucher. Je te parle, je te dis « Maman revient bientôt, tu sais, je reviens bientôt ». Et tu tournes la tête vers ton père pour qu'il approuve ce mystère. Je ne suis pas là, pas à côté de toi, pas devant toi, mais je suis si près pourtant. Il ne manque finalement que nos odeurs. Alors tu me reviens, le visage plein cadre, les narines bien devant.
Et je ne peux pas empêcher le fou rire. Le fou rire mélangé, celui qui fait venir les larmes. Parce qu'il y a les voyages par obligation de boulot. Il y a ce qui se rate de nos instants et ce que l'on maquille pour supporter. Demain soir encore, nous aurons ce rendez-vous à distance. Je te dirai plus qu'un seul dodo. Regarde mon pouce, c'est comme ça. Et bientôt, les bras pour de vrai. Il y a quelques décennies encore, nos arrière-grands-parents auraient regardé derrière l'écran, partout. Ils auraient cherché, décortiqué pour comprendre la sublime sorcellerie. Heureusement, toi tu ne doutes pas que je suis ta mère, que je suis vivante et que je vais te revenir. Voilà, et j'ai trouvé ça assez beau, assez mignon. Les écrans sont souvent décrits comme des coupures. Enfin, on se coupe du monde avec nos écrans, on se coupe de nos amis, de notre famille. Ils peuvent aussi constituer un formidable moyen de rester en contact. J'aime bien le fait qu'ils soient pas diabolisés, en fait. Ça, sans nier le fait que ça puisse effectivement participer à nous couper un peu du monde, mais c'est justement l'utilisation qu'on va en faire, comme ce qu'on répète depuis le début de ce podcast, finalement. Et si justement on prenait un peu de hauteur? Laurence, tu nous parles d'un livre qui invite à lever les yeux. Oui, donc et si on levait les yeux? Effectivement, c'est un livre, mais je vais en partir un peu rapidement de ce support papier. Le sous-titre de l'ouvrage est « Plaidoyer pour ne pas laisser les écrans s'emparer de l'avenir de nos enfants ». On le trouve à la Manufacture. Il est paru aux éditions Vibert et est écrit par Gilles Vernet, un ancien trader devenu prof des écoles il y a plus de 15 ans. Mais je dois dire que j'ai préféré le documentaire filmé du même Gilles Vernet à cet ouvrage dans lequel il mène des réflexions sur les conséquences d'un trop-plein de temps passé sur les écrans. Donc là, voilà, il y a le côté un peu passéiste de l'auteur. Et puis donc, je ne suis pas à une contradiction près puisque je vous incite à vous coller 53 minutes devant un écran afin de vous faire votre opinion sur la problématique qu'on évoque. Alors pourquoi je préfère vous parler du film? S'il n'y est pas fait cas de toutes les réflexions lues dans la version imprimée, on y voit et on entend donc la parole des protagonistes rencontrés par l'auteur, c'est-à-dire une dizaine de professionnels, des psychologues spécialistes de l'enfance, un médecin de protection maternelle infantile, des philosophes, écrivains comme Frédéric Lenoir, pour ceux et celles qui le connaissent, un ingénieur et même le chanteur Aldebert, venu à la rencontre des élèves. Donc c'est une classe qui est située dans la région parisienne, je précise. Les principaux acteurs du documentaire sont les enfants de la classe CM2 de Gilles Vernet. Il a décidé de les impliquer toute l'année scolaire dans cette problématique des écrans, de leur faire prendre conscience des conséquences négatives lorsqu'ils accaparent trop de temps dans la vie quotidienne. Le sous-titre du documentaire diffère du livre puisqu'il s'intitule « 10 mois ». Alors, 10 mois, des mois, mensualité, 10 mensualités, pour essayer de mettre des mots sur ce problème des écrans. Les parents des élèves sont aussi présents dans ce film par le biais des réunions parents-profs. Ils évoquent les difficultés rencontrées au sein de la famille et sont demandeurs de conseils. Donc ça, on est dans l'échange. On en a parlé quand même pas mal de fois depuis le début de cette séance. On est en présence donc de courtes prises de parole des uns et des autres, filmées et montées en alternance. Le prof des écoles, les élèves, la parole des professionnels, retransmis ou non en classe. Les échanges d'une professionnelle avec les parents. Ce type de montage rythme le film de telle façon qu'on intègre facilement le propos de l'auteur et le témoignage direct des enfants et des parents incarne vraiment les difficultés qu'entraîne la surconsommation des écrans. Les sujets abordés sont l'attention, l'addiction, le manque de communication intrafamiliale, plus largement sociale, le sommeil, la notion de principe d'économie de l'attention, la perte des mots, du langage et la notion des réseaux sociaux. Le projet du prof aboutit en fin d'année à 10 jours de classe verte, sans écran, durant lesquels petits et grands apprennent ou réapprennent à vivre le quotidien avec d'autres activités. Alors, je vous laisse découvrir les réactions de ces enfants et aussi une technique de recentrage sur soi que met en place le prof. C'est comme si un fil invisible, il venait, il t'accrochait sur le cerveau. Les enfants et même les parents, c'est leur vie les écrans, on dirait, ils vont se marier avec un téléphone. Ça fait penser à quoi ça? Un psychopathe. Un psychopathe. Un psychopathe. C'est comme les papillons de nuit, ils sont attirés par la lumière, et nous on est attirés par la télé, par les écrans. Ça nous met dans une bulle, et quand on bouge, la bulle
elle vient avec nous. Et c'est vrai que c'est dur. Franchement, cette histoire d'écran, moi, elle me met à cran. Voilà. Moi, j'élève mes enfants toute seule, donc j'ai perdu tout contrôle. Mes enfants passent énormément de temps sur leur téléphone. Parfois, j'ai peur que les gens ils m'aiment pas, ils veulent pas être mes amis. Et parfois, je me sens seule. Quand tu joues à GTA, par exemple, tu braques une banque et tu gagnes beaucoup d'argent. T'as 10 ans, tu sais à quel âge il est interdit ce jeu? À 18 ans. Je sais pourquoi j'ai passé beaucoup d'heures d'écran par jour. En fait, ma soeur, elle veut jamais jouer avec moi. Mes parents, eux, ils travaillent. Le week-end, eux, ils ont jamais le temps. Écran, débranchez nos parents. Eh bien, après cette belle invitation à décrocher, Lina revient avec une histoire moderne et pleine d'humour qui parle d'une petite fille qu'on connaît très bien et ses écrans. Oui, parce que cette petite fille, c'est Boucle d'Or. Donc, l'album s'appelle justement Boucle d'Or, mais attention avec un hashtag devant, parce qu'on va quand même parler de numérique. C'est donc une adaptation contemporaine du conte traditionnel Boucle d'Or et les Trois Ours de Jeanne Willis pour le texte et Tony Ross à l'illustration. Comme dans le conte original, Boucle d'Or entre chez les Trois Ours, mange dans leur bol, casse leur chaise et s'endort dans leur lit, avec cette fois-ci un suivi en live sur ses réseaux sociaux. Car oui, Boucle d'Or possède dans cette version un smartphone et est désormais une fillette connectée. Donc, dans cette revisite moderne, il est fait mention des ours que dans la seconde moitié de l'histoire. La première montre en fait la montée de l'addiction de Boucle d'Or à la popularité numérique. Quand cette popularité commence à baisser, elle doit absolument trouver un moyen de capter à nouveau l'attention de ses amis et de ses abonnés. Et du coup, s'introduire illégalement dans une maison d'ours et tout documenter à coups de photos et de vidéos en story lui semble alors être une très bonne idée. Donc, comme je l'ai dit, c'est un album jeunesse et le traitement du thème du numérique et des réseaux sociaux, particulièrement la trace indélébile qu'on peut laisser sur le net où rien ne s'oublie jamais vraiment, donc on en a parlé avec Cindy tout à l'heure, c'est vraiment le sujet qui est au cœur de cette adaptation. Le livre date de 2019, donc il commence un peu à dater, mais en fait, il est encore très actuel sur ce sujet. Le livre permet donc d'aborder avec les enfants le sujet du numérique et des réseaux sociaux, qui est au cœur de leur pratique quotidienne, afin de les sensibiliser aux bonnes et aux mauvaises manières de les utiliser. Notamment sur la course au like et à la popularité, donc sur Instagram ou TikTok, peu importe, mais qui peuvent vite les entraîner dans une spirale néfaste. Donc ça peut permettre de lancer les bases d'une discussion avec les enfants. Donc en premier lieu, l'engrenage dans lequel il est facile de tomber quand on cherche toujours plus d'attention et de likes de la part des autres. Ici, l'intrusion de Boucle d'Or chez les ours et les dégâts qu'elle y réalise ont pour cause justement cette recherche d'attention. Si je fais quelque chose d'interdit, j'aurai l'air de quelqu'un d'audacieux et on parlera de moi, même si ça me met en danger et les autres aussi d'ailleurs. Ce qui est abordé aussi, c'est le fait que tout ce qu'on poste sur Internet laisse une trace indélébile sans qu'on puisse le contrôler, puisque une fois posté, nos images, nos textes, tout ce qu'on produit en fait ne nous appartient plus vraiment et n'importe qui peut les reprendre, les conserver, les détourner, etc. Et ça, on n'en a pas forcément conscience en fait quand on va poster quelque chose sur les réseaux. Je trouve que c'est un bon album qui aborde de façon assez claire le sujet des réseaux sociaux pour les enfants et la forme du conte rend l'histoire accessible et assez universelle puisque c'est en fait une histoire qu'on connaît tous sans que le ton ne soit pour autant trop moralisateur. C'est un livre qui peut s'adresser à une très grande tranche d'âge. Le format d'album illustré semble les destiner plutôt aux jeunes enfants, je dirais entre 4 et 7 ans, mais le propos peut tout aussi bien s'adresser à eux qu'à des enfants plus grands, vers 9-12 ans. Soit du coup l'âge auquel ils sont susceptibles d'avoir un accès à Internet et aux réseaux sociaux de manière plus ou moins suivie. Donc c'est un bon support à la fois pour les parents et leurs enfants, mais ça peut aussi être utilisé en classe, justement dans des actions de EMI par exemple. Tout à fait. Et donc pour juste conclure sur ce thème des pratiques des écrans,
Comme vous l'avez entendu, les écrans ne sont ni nos amis, ni nos sauveurs. Ils sont là, ils sont omniprésents. Et c'est à nous de vivre avec, d'apprendre à vivre avec, en connaissance de cause. Alors, et maintenant, c'est le moment de la roco derrière les fagots. Alors, j'ai vu un spectacle au LEM, cette petite salle qui est située Grand Rue. Donc là, la compagnie Les Patries Imaginaires qui jouait un spectacle intitulé Humain, la Roya est un fleuve. Donc au départ, ce spectacle est tiré d'une bande dessinée de Baudouin et Troux. Ces deux dessinateurs ont dessiné de magnifiques portraits de migrants dans cette vallée qui est juste à la frontière franco-italienne, et ça m'avait marqué parce que c'est une vallée dans laquelle j'ai passé pas mal de temps, et déjà il y a une trentaine d'années c'était un passage de migrants albanais, et ce passage est toujours fréquenté, d'autant plus depuis 10 ans, donc actuellement par de nombreux migrants de pays africains et du Moyen-Orient. Durant ce spectacle, les planches des portraits de migrants, mais aussi des accueillants, sont projetées en fond de scène, pendant que le texte est cité, mais d'un ton vraiment prenant, très vivant, très incarné par un acteur. Et c'est une violoncelliste qui accompagne tout ce spectacle, qui est vraiment magnifique. N'y sont pas du tout évoqués les écrans dans ce spectacle et la BD, mais vous imaginez bien que le téléphone pour les personnes migrantes est un outil indispensable et primordial. Voilà. Une reco un peu plus légère. Vous connaissez le club de kayak de Pont-Saint-Vincent ? Ils sont super, ils sont hyper sympas. On a testé dimanche, on a fait une descente avec les enfants et c'est vraiment agréable. Il y a des coins très jolis, beaucoup d'oiseaux à voir. Et vous savez quoi ? Il faut mettre le téléphone à l'intérieur du bidon. Étanche, le bidon, bien sûr. Je recommande donc le club de kayak de Pont-Saint-Vincent. Jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Moi, je vais recommander un manga qui s'appelle Hirayasumi. C'est de Keigo Shinzo. Aujourd'hui, il y a 8 tomes qui sont parus en France. C'est un de mes mangas chouchous que j'ai découvert il y a peut-être 1 an et demi. Ça raconte l'histoire d'une bande d'amis à Tokyo, de 2 cousins qui vivent ensemble dans une maison. Puis après, en fait, ça montre qu'au fil de leur rencontre, leur vie, leur quotidien, en fait, dans cette ville, avec leurs amis, leur famille. Le ton est est assez léger, sans pour autant évacuer les sujets graves. Et le dessin est très très chouette aussi, assez expressif. Moi, j'aime beaucoup. C'est très drôle et touchant. Alors moi, ça va être Marocco, ça va être Journée, qui est un jeu que j'adore en fait, parce que c'est plus qu'un simple jeu. Journée propose une expérience sensorielle très rare, presque méditative. C'est un jeu à vivre plus qu'à jouer, et qui montre que le jeu vidéo peut être aussi poésie. Eh bien, nous voilà à la fin de notre podcast sur les écrans. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.